Comment se porte le cinéma documentaire ukrainien pendant la guerre? En quoi consiste le projet Génération Ukraine sur Arte France? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Fabrice Puchot, directeur de la section Société et Culture chez Arte France. Fabrice a participé au projet Génération Ukraine avec des réalisateurs et des documentaristes ukrainiens. Il a effectué plusieurs voyages en Ukraine lors de ce projet et au-delà. Cette émission est réalisée en partenariat avec Le Voyage en Ukraine, saison de l'Ukraine en France, organisée par Institut français et l'Institut ukrainien, sous le patronage du ministère des Affaires étrangères et avec le soutien du ministère de la Culture des deux pays. Bonjour Fabrice, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît d'abord comme leader de ce projet incroyable qui s'intitule Génération Ukraine. C'est un projet qui consiste à soutenir, à produire 12 documentaires ukrainiens et de les montrer pour la chaîne Arte. Donc ma première question, comment est-ce que déjà ce projet est né et d'où vient cet intérêt pour les films documentaires ukrainiens et quel était ton rôle? Alors, c'est né de plusieurs choses. D'abord, je travaille pour une plateforme, et une chaîne de télévision qui s'appelle Arte. Or, le E dans Arte veut dire Europe et lors du déclenchement de la première, guerre en Ukraine en 2014, les événements de Maïdan, puis du déclenchement de la guerre, immédiatement, l'Ukraine est évidemment un sujet d'intérêt principal. Parce que, ne serait-ce que bêtement géographiquement, l'Ukraine, c'est l'Europe. Et qu'en plus, c'est un conflit à nos portes, aux portes de l'Union européenne. Puis vient l'invasion à grande échelle. Et là, c'est un choc, évidemment. Ce choc fait qu'une plateforme, une société, un média qui a une vocation européenne ne peut pas ne pas s'y intéresser très fortement, et ne pas regarder, ne pas tenter de voir. Alors immédiatement, la chaîne fait du JT, des news, de l'actualité, des débats. Mais notre travail à nous, c'est de faire des films documentaires. Et si on apprend quelque chose dans le documentaire, c'est que le point de vue est essentiel. Et donc rapidement, on se dit, il ne faut pas seulement qu'il y ait le point de vue de journalistes, par exemple, ou de réalisateurs de documentaires, ou de réalisatrices venant de France, d'Allemagne, que sais-je. Il faut entendre les Ukrainiens, il faut les voix ukrainiennes, parce que ce sont elles qui sont au contact de cette guerre, qui la subissent, qui la vivent. Il faut les artistes ukrainiens. Pour nous raconter cette guerre, il faut des artistes ukrainiens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on cherche, je travaille d'ailleurs, je tiens à souligner que je ne travaille pas seul, il y a aussi Alexandre Marionneau, responsable des coproductions internationales au sein de l'unité de la chaîne dans laquelle je travaille, et nous travaillons en binôme véritablement pour chercher des projets. Nous sommes ensuite approchés par quelqu'un qui s'appelle Olga Bregman, qui est productrice et qui nous approche à Cannes lors de la première année de l'invasion, en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on se met à discuter. Et peu à peu naît cette idée de regrouper des films, des projets de films, et de les soutenir financièrement. Donc le groupe Arte, ensemble, c'est-à-dire l'ensemble du groupe Arte, des partenaires d'Arte, l'Allemagne, la France,
et notre centrale à Strasbourg décident d'investir de façon commune dans une dizaine de films. On organise un premier workshop et finalement, c'est 12 films que nous allons coproduire. Voilà l'origine de d'Arte. Non, il y a une autre origine. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est que, le documentaire n'est pas juste de l'information. Le documentaire, c'est aussi un geste artistique, une vision artistique et nous savons aussi qu'il y a en Ukraine, heu, des auteurs et des autrices d'un talent, remarquable. Il y a un film, moi, qui m'avait marqué, et j'aime à rendre à César ce qui est à César, même si c'est César avec un E. Je me souvenais et très fortement avoir vu, le film, épatant, formidable de Irina Tsilik, La terre est bleue comme une orange, qui avait de ces qualités qu'on a retrouvées, nous, en rencontrant d'autres réalisateurs et réalisatrices, de poésie, d'intelligence, de force politique. Et donc, ce talent-là, ce film était resté dans ma mémoire et ça a été, en tout cas intimement, ça nous a beaucoup aidé à nous dire: «Il faut travailler avec les Ukrainiens». Voilà, comme quoi un film qui voyage, un film qui est vu, peut changer beaucoup de choses. Et là, il faut, rendre grâce aussi au film d'Irina Tsilik. La terre est bleue comme Oui, une donc orange. oui, cette terre est bleue comme une orange, d'ailleurs une allusion, n'est-ce pas, à un auteur, à un poète français. Donc voilà cette citation-là, le film qui date, tu me corriges si je me trompe, c'est 2015, je crois? Non, moi je dirais 2018. En tout cas, moi je l'ai vu en 2010, 2019, mais voilà, oui. peu Oui, importe, oui, en tout cas, c'est avant la grande invasion russe. mmh C'est un mh. documentaire qui raconte une histoire d'une famille près de la ligne du front. À l'époque, déjà, rappelons à nos auditeurs que la guerre est déjà là, en Ukraine, et elle a le caractère limité parce que c'est la Crimée qui est annexée et donc il y avait des combats assez acharnés au Donbass et donc l'armée russe a pu, voilà, grâce à ces soi-disant républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, ils ont occupé, ils ont créé ces républiques fantoches de DNR, LNR et après, voilà, le film d'Irina raconte l'histoire d'une famille qui habite pas loin de la ligne du front, qui a des enfants. Il y a ce personnage, cette adolescente, n'est-ce pas, qui rêve, elle, devenir réalisatrice, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, Et donc c'est cette famille, se soude et se sauve et sauve aussi son identité. Sa façon de résister, c'est de créer, c'est de parler de cinéma, c'est de regarder des films, c'est de faire des petits films. C'est merveilleux. mmh. Donc ça Quand, collait parfaitement. Voilà. oui, ça collait parfaitement à ce que tu aimais. Quand tu regardes les films, donc vous avez fait cette sélection de 12 projets, ils sont très différents, bah, les uns les autres. Qu'est-ce que si je te demandais de décrire d'une manière, comme ça un peu sommaire, comment est-ce qu'on peut, caractériser, trouver un mot, trouver une définition, qui mettrait une définition sur cette nouvelle vague, on peut dire, ou sur cette génération? Parce que de toute manière, les films sont très différents, mais il s'agit quand même, je crois d'une certaine génération de réalisateurs, documentaristes ukrainiens. Comment pourrait-on décrire, en fait, cette étape de cinéma documentaire ukrainien? Oh là là, c'est toujours difficile de donner une définition. Moi, je dirais une chose qui peut sembler étrange parce que ces films sont pleins de faits, de réels, mais c'est leur capacité à la poésie. C'est-à-dire que tous ces films et la poésie n'évacuent pas le réel, elle l'augmente et elle nous touche, elle nous percute. Si je puis me permettre de citer Kourkov, il disait que, un mot dans un poème, c'est comme c'est comme un projectile émotionnel. Eh bien, ces films sont des projectiles émotionnels et en cela, je crois que cette génération qui, sans doute, a vécu Maïdan avec, force, eh bien, immédiatement a mêlé le politique au sens large, c'est-à-dire les autres autour de nous, l'intérêt de la cité, l'intérêt du pays, les autres et un regard documentaire extrêmement rigoureux, précis,
un talent pour l'image, indéniable, qui nous a véritablement, tous à Arte beaucoup impressionnés, avec cette dimension poétique, cet art du récit qui est véritablement, j'imagine, est propre à cette génération. C'est cette façon d'arriver à mélanger, à unir des enjeux aussi différents que la guerre, le politique au meilleur sens du terme, hein, au sens grec du terme, d'unir ça avec la poésie et la rigueur du récit cinématographique, et surtout dans une diversité extraordinaire. Soit avec des caméras à l'épaule, soit avec des plans fixes très travaillés, soit avec l'usage de textes très, très, très profonds, soit avec des films à la première personne, soit au contraire des films qui prennent leur distance avec leur sujet. Voilà, bah c'est ça. Et là, une énergie folle, une énergie. Une énergie qui est celle de la résistance. J'ai trouvé, moi, en Ukraine, j'ai compris ce que disait, Deleuze quand il disait, «L'acte de création est un acte de résistance». Ben voilà, c'est ça cette génération. Cette génération, c'est une génération résistante, mais pas d'une fa quand je dis résistance, c'est pas en mineur. C'est que, la résistance qu'ils ont, j'aime moins le mot de résilience, je préfère le mot de résistance. La résistance qu'ils ont à cette invasion horrible, à ces massacres, eh bien, elle se fait par l'art, elle se fait par, voilà, ils ont compris que l'art n'était pas seulement de l'information, n'était pas simplement raconter ce qui se passe, mais le vivre et en faire un acte de résistance. Ce travail avec, la génération Ukraine, donc c'est un travail de longue haleine qui a comporté évidemment plusieurs étapes et qui voulait dire aussi pour toi personnellement plusieurs, voyages, aller-retour, en Ukraine, à Kiev, pour voir des gens, pour, signer des choses, pour voilà, pour et donc ma question, comment est-ce que tu es venu pour la première fois et comment est-ce que tu as découvert le puits? Et qu'est-ce qui t'a étonné, frappé, surpris, lors de ces voyages? C'est voilà, c'est pas uniquement les films, mais aussi tout le pays qui est derrière. Alors, la première fois que je suis allé en Ukraine, c'est début février 2023, donc un an après l'invasion à grande échelle. Après le début de l'invasion à grande échelle, à l'invitation de l'Institut ukrainien qui est, ne l'oublions pas, qui a tout de suite été partenaire de notre initiative. Et vraiment, je remercierai jamais assez Irina Kiprienko et Natalia Moscovitch qui, ont été, véritablement qui nous ont permis de faire tout ce travail. Non pas qui nous ont donné l'autorisation, mais qui nous ont accompagnés, aidés. Alors la première fois que je viens, c'est à l'invitation de l'Institut ukrainien et on fait, une présentation, une masterclass. Qu'est-ce que c'est Arte? Au cinéma, à Kiev. Et puis on présente le projet et leur diversité et cetera. Ce qui me frappe, tu sais, c'est le train. Le train la nuit, parce que je découvre pour, le paysage ukrainien. Le passage de la frontière, ce n'est pas n'importe quelle frontière. C'était là on et c'est sensible, ça n'est pas visible, mais c'est sensible, c'est un pays en guerre. Ce que je découvre aussi dans le train, je suis avec une dame qui vient, pour l'enterrement de son papa, dans le même compartiment. Donc la gue son papa qui a été tué par un missile à Odessa. Heu, donc la guerre est là et moi je ne connais pas la guerre. On ne sait pas ce que c'est, nous, la guerre, tu sais? On a eu ce luxe extraordinaire et on l'a toujours et beaucoup grâce à l'Ukraine, ce luxe de vivre en paix et en démocratie. Ma biographie est radicalement différente de celle de mes camarades, réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices ukrainiens, des écrivains. Ma biographie est faite de paix, et de démocratie. Donc ce train est un sas. Et je découvre au petit matin l'Ukraine à 5 heures du matin, le soleil se lève et je découvre l'Ukraine. J'arrive, je franchis, le le parvis de la gare, tu vois? Je sors de la gare et à ce moment-là, les sirènes commencent.
et Irina, Kiporenko, qui était venue me chercher, me dit: «Ne t'inquiète pas, on a regardé sur Telegram, ce n'est qu'un MiG». Je ne comprends pas, parce que je me dis: «Bah, c'est un MiG quand même». Elle me dit: «Non, non, mais ils testent nos défenses, ce n'est pas une attaque de drone, ce n'est pas une attaque de missile balistique, et cetera». Je découvre déjà un pays, habitué, qui a normalisé la normale. Ce sont des mots d'Irina Tsilic, ça. Ce n'est pas péjoratif que de dire ça, mais la guerre est devenue un quotidien. Le L'alerte est devenue la bande son de la vie des Ukrainiens. Et j'arrive et en fait, toute la semaine, qu'est-ce que je découvre? D'abord beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, absolument aucune volonté de céder à rien. C'est comme ça et on va aller jusqu'au bout. On va se battre. Et il faut pas minimiser le combat par l'art. L'art, c'est ce qui voyage, ce qui touche, ce qui va émouvoir, ce qui va changer le point de vue des gens aussi, qui va faire vaciller les certitudes. Eh bien, je les vois tous unis et tu sais ce que je vois? Mais là, c'est la vision d'un étranger. Donc peut-être, les Ukrainiens ne diraient pas la même chose, hein, je ne veux pas, mais je vois une société civile. Je vois, mes amis m'emmènent, parce que maintenant ce sont des amis, en tout cas, je l'espère, et pour moi ce sont des amis très chers, mais ils m'emmènent aussi à Boutcha. Heu et je vois, la Vokzalskaya, qui a été reconstruite, là où il y a eu le massacre, en tout cas là où ont été prises des photos du New York Times. Je vois, le monument et j'y trouve, et ça me bouleverse aussi, j'y trouve un nom, Nina. Nina, et c'est une petite fille, je crois qu'elle a 18 mois. Et je vois une autre fois le nom de Nina sur ce mausolée, à Boutcha, je vois un autre nom, c'est Nina aussi, elle a 88 ans. Et il se trouve que ma fille s'appelle Nina. Et je vois là l'étendue du massacre, de 18 mois à 88 ans. Et tout d'un coup, par le simple hasard de ce nom qui est aussi celui de ma fille, je vois à quel point la guerre n'est pas une abstraction. Elle est dans les corps, elle est sous la peau. Et je vois ces gens, ces amis, ces producteurs, ces productrices, je rencontre des gens au ministère des Affaires étrangères, et cetera. Je vois une société civile unie par quelque chose qui est la guerre, on l'a sous la peau. Donc ça légitime premièrement notre initiative, pour parler d'une guerre, eh bien, il faut l'avoir sous la peau, et en même temps, je vois des gens unis. J'ai jamais vu autant de partage. Tu vois, dans l'industrie de la télévision, du cinéma, on peut pas dire que les gens partagent. Ce n'est pas une famille, c'est plutôt de la concurrence. Et une concurrence qui peut parfois être brutale et déloyale. J'ai vu dans cette expérience de Génération Ukraine, je les ai tous vus s'entraider. Je les ai vus me présenter d'autres réalisateurs et réalisatrices. Je les ai vus me présenter d'autres producteurs et productrices. Et j'ai vu les chauffeurs de taxi me remercier d'être là. J'ai vu, et je ne parle pas d'unité politique, hein, je parle enfin, en tout cas, d'unité de politique, politicienne. Je vois une unité, en tout cas, dans le combat, une société civile qui va nourrir des chiens, qui va, collecter, de l'argent pour les prisonniers, qui va, enfin voilà, je vois un élan, je vois quelque chose, je vais te le dire, que nous n'avons plus, une société civile, un espace public de solidarité, une force incroyable. J'en parle avec beaucoup d'émotion, hein. Moi, ça Mhm. m'a nourri politiquement. Ça m'a nourri. Oui, La évidemment, voilà, rencontre avec cette société ukrainienne m'a nourri. voilà, et tu reviens en France, et donc quand il y a voilà, tous ces films qui sont produits, qui sortent sur les écrans, il y a la saison
la saison ukrainienne en France, qui est en train de se terminer, qui avait commencé le 1er décembre 2025 et qui va se terminer à la fin du mois de mars 2026. Et donc tu es impliqué dans plusieurs, activités de cette saison, quand on monte des films, on était, voilà, aussi à l'ouverture, n'est-ce pas? Et donc évidemment, je tu étais témoin dans le cadre de la saison, mais peut-être sans doute aussi ailleurs. Tu étais témoin de cette rencontre avec de ces films documentaires, produits pa coproduits par Arte, mais aussi, produits, voilà, des créations de ces cinéastes, ukrainiens et le public, français. Et donc est-ce qu'il y a des observations? Quelles étaient tes observations, tes conclusions? Comment est-ce que ces films ont été accueillis? Qu'est-ce qui était de surprenant, d'inattendu dans le moment de rencontre entre le film et le spectateur? Alors là, c'est, d'abord, dire que sur nos plateformes, ces films ont un vrai succès. Quelle que soit leur apparente dureté, ces films ont un vrai succès. Je mentionnerai par exemple, le film Intercepted, Mmh. eh bien, ce film a dépassé le, 1,5 million de vues, ce qui est considérable, hein, pour un long métrage de 10 minutes documentaire. Le succès des films dans les festivals est considérable. Ils sont présents dans tous les grands festivals du monde et je parle de Cannes, de Venise, de Berlin, je parle de Sheffield, je parle de enfin et cetera et cetera. Je parle de New York, je parle de Taïwan, je parle de donc l'impact est très fort. Alors ensuite, il y a les projections, mais il y a 2 types de projections. Il y a eu un grand week-end de projections à Paris, au Forum des Images, dans une très, très belle salle, dans une salle qui a 500 places. Eh bien, il n'y a pas eu une seule projection à moins de 400 personnes, ce qui est beaucoup un week-end à Paris pour du documentaire quand l'offre dans les salles de cinéma est si grande. Mais c'était surtout un public de gens, d'intellectuels, d'artistes, de cinéastes. Première réaction, c'est que les gens viennent me voir après la projection en disant à quel point ces films sont magnifiques. C'est-à-dire qu'ils disent: «Ces documentaires sont d'une qualité exceptionnelle». C'est-à-dire qu'ils y voient non seulement un témoignage sur la guerre, mais aussi véritablement une création artistique de très haut niveau. Et ça, je voudrais que les Ukrainiens l'entendent parce que c'est voilà. Ensuite, chose totalement différente, au FIPADOC, on organise aussi, une rencontre avec, entre, Konstantin Sigov et Kourkov. On remplit une salle de 350 personnes pour un dialogue entre un écrivain et un philosophe. Et le public passionné pose des tas de questions. Et ça, c'est du public. Et un public d'une ville qui est une ville, riche et aussi très populaire. Donc un public très mélangé, avec beaucoup de jeunes, avec aussi beaucoup de personnes âgées. Donc un public très large et je les vois ensuite, quand ils vont voir les films, bouleversés, applaudissant à tout rompre, notamment je pense à la projection de Kuba et Alaska, où les 2 héroïnes du film, les 2 paramédics, heu, bah, sont venues là. Elles ont été applaudies par une standing ovation durant mais je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et j'ai vu un public debout. J'ai vu le public français, loin de cette guerre. J'ai vu mon père, parce qu'il était là, il habite Biarritz, et ma belle-mère, un vieux monsieur, debout alors qu'il a du mal à marcher, debout et ne voulant pas se rasseoir parce qu'il voulait continuer à applaudir. Ça c'est une note un peu personnelle, mais j'ai vu, des gens, qui ne cessaient de venir vers, nous, vers l'équipe du film pour, nous remercier et en nous disant: «Oui, c'est dur, mais on commence vraiment à comprendre». Ces 2 personnages de femmes sont extraordinaires et leur dire à elles: «Merci, merci non pas, pour le film, merci pour nous». Mmh. Donc oui, Merci pour nous oui, faire découvrir, pour non, nous non, faire non, non, sentir non, tout non, non, cela. non, non. Merci pour nous, parce qu'on comprend que la guerre que vous livrez, c'est une guerre pour la liberté, pour la vie, pour ce que nous avons de plus précieux et merci parce que vous vous battez pour nous.
Et ça, c'est une prise de Aussi. conscience essentielle. Politique aussi. Voilà, Politique et voilà, existentielle, voilà, évidemment. voilà. Quand je te voilà, donc il y a tous ces films-là qui sont en train de faire un peu le tour de salles en France, Et du monde, hein, et dans les et festivals, du dans les chaînes de télé, et cetera, hein. oui, avec des salles pleines, voilà, donc dans le cadre de la saison, mais évidemment aussi au-delà, comme tu viens de dire, dans les festivals, évidemment. Donc tu as très bien fait de dire, en fait, qu'il y a ce côté documentaire, évidemment, qui est important dans le cinéma documentaire, mais il y a aussi tout ce côté poétique, artistique, comment on peut en appeler aussi métaphorique, voilà, qui existe là, de l'art, en fait, qui résiste, en fait, au rôle de document. Et on peut dire que, voilà, c'est toujours un mélange de documents et l'œuvre d'art, en fait, quand on parle de documentaire. Heu, Si je te demandais pour des actions, à venir, qu'est-ce qu'il est envisagé pour l'avenir? C'est-à-dire entre la plateforme Arte et entre les cinéastes, ukrainiens de cette génération-là? Alors, je sais, aujourd'hui, d'abord, il n'était pas question qu'après Génération Ukraine, voilà, on n'est pas là pour aider, on est là pour travailler. Ce qui était très important dans Génération Ukraine, c'est que, les cinéastes ukrainiens avaient une nécessité à s'exprimer, c'est leur être, et nous, on a une nécessité d'avoir des films et de parler aux gens. Donc ça n'est pas, a charity, ce n'est pas de l'aide, c'est un échange, c'est du travail commun où on espère que chacun tire des bénéfices. Nous, pour notre plateforme et le public européen, n'oublions pas que ces films sont diffusés dans toute l'Europe sur la plateforme Arte et dans 7 langues européennes, en italien, en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en polonais, et cetera. Donc l'idée n'était pas non plus, bah, de laisser tomber. On a fait notre boulot, on se frotte les mains et on part. Et puis bon, démerdez-vous, quoi. Non, l'idée, c'est de poursuivre. Alors, il y a plusieurs types d'actions différentes. On est passé à, maintenant qu'on connaît beaucoup de gens, on est passé à un autre travail, c'est-à-dire de continuer à coproduire des films, mais non pas à travers une opération, d'ampleur où c'est tout d'un coup 12 films, mais film par film. Et je peux, par exemple, annoncer, que nous allons coproduire là, Arte, 3 films destinés au cinéma, 2 films de fiction et un grand film d'animation documentaire, qui vont être qui coproduits par Arte. Et ça, c'est un apport très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur le documentaire, mais, cette, fréquentation, oui, c'est-à-dire ce rapport, qui s'est créé, au fil du temps, des voyages, des films, a fait naître maintenant, véritablement un travail, j'allais dire habituel avec Arte. Et ça, c'était fondamental. Donc 3 films de cinéma et puis, nous avons, coproduit aussi, le dernier film d'Alissa Kovalenko qui était présenté, à la Berlinale, il y a 10 jours, Traces, sur les survivantes, sur les combattantes, sur les combattantes, mais non pas militaires, combattantes civiles pour la reconnaissance, et le jugement des crimes, sexuels, de viol et de torture commis en Ukraine contre des femmes. Et on est très fiers d'être partenaire de ce film, produit par, Too Brave, Productions. Donc on continue à travailler et j'étais ce matin au téléphone j'étais avec Sergueï Nedelski de Souspigné parce que la plateforme Arte a signé un accord cadre, avec Souspigné, la télévision publique ukrainienne, un accord d'échange, d'information, de bonnes pratiques et de coproduction avec la chaîne publique Souspigné. Et c'était très important parce que Arte a des accords avec, 14 chaînes publiques, 15 chaînes publiques maintenant,
d'Europe. Il y a la télévision publique néerlandaise, suédoise, espagnole, italienne, polonaise, belge, suisse, et cetera, et cetera. Et là où ça avait une importance et on y tenait particulièrement, c'est que c'est la seule chaîne publique d'un pays qui n'appartient pas encore à l'Union européenne. C'est un symbole aussi. C'est-à-dire affirmer non seulement notre solidarité avec l'Ukraine, mais de façon effective, par des actes. Et donc dire aussi, en faisant cet accord avec Souspilniet, et ce qui fait qu'on se parle très régulièrement maintenant, très 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 régulièrement, pour parler de films, pour parler d'échanges d'informations, d'organisation, etc. Eh bien, cet accord, c'est dire, pour une plateforme européenne, c'est dire, bah, l'Ukraine est européenne. L'Ukraine, c'est un pas vers l'intégration. Enfin, on a voulu participer à cette intégration de l'Ukraine dans l'Europe, dans l'Union européenne. C'est En faisant cet accord avec Souspilniet, c'est pousser à l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, faire de la sorte que là, qu'il y a cette collaboration tout à fait étroite et naturelle au niveau artistique, au niveau du Mmh. film, c'est déjà ouais? Au niveau financier, au niveau artistique, au niveau de tout et le pousser jusqu'à voilà et le pousser jusqu'à dire, bah, oui, nous vivons dans un même espace et nous devons nous tenir aux côtés des gens, qui se battent pour que cet espace continue à vivre. Ils sont déjà, les Ukrainiens et leur télévision publique, bah, c'est déjà l'UE. Mmh. Ça, c'était quelque chose de vraiment important et puis évidemment, une opération sur laquelle on travaille beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On en discute beaucoup avec, nos ministères. On en a aussi beaucoup discuté et on a obtenu le soutien pour cela là, pour le coup, des instances gouvernementales ukrainiennes. Bah, c'est l'ouverture d'Arte en ukrainien. Je ne peux pas donner de date, mais nous travaillons d'arrache-pied, avec, le ministère de la Culture ukrainien, mais aussi avec le cabinet de la présidence, heu, avec Olena Kowalska. Sergei Kislitsia est aussi au courant de tout ça. On a fait de nombreuses rencontres et en Europe, aujourd'hui, pour réussir à monter assez vite et nous l'espérons cette année, vraiment cette année. Nous voulons le monter cette année, bah, une version en ukrainien d'Arte. C'est-à-dire apporter gratuitement à tout le public ukrainien et à tous les publics ukrainiens, c'est-à-dire le public ukrainien en Ukraine, mais le public aussi, ukrainien en Europe, dans l'UE, apporter, Arte, en accès gratuit, facile, rapide, heu et surtout, ça Ah, c'est parlera formidable. ukrainien. Ce que l'on affirme, ce qu'on affirme aussi, ce que l'on veut affirmer, c'est que la langue, c'est la langue. Parce que, tu sais comme moi à quel point la langue dit quelque chose d'autre que la signification des mots. Elle dit une vision du monde. Eh bien, faire Arte en ukrainien, c'est vraiment là notre objectif, non pas principal, mais c'est un de ces objectifs multiples et donc, Génération Ukraine, en fait, ce que nous a apporté à nous, Génération Ukraine, c'est, au fond, nous rendre compte que l'Europe n'est pas une idée en l'air. Que l'Europe, c'est une utopie cosmopolitique faite de toutes ses diversités et que l'Europe, c'est le respect de ces diversités et de ses identités, au nom d'un projet démocratique commun, et que l'Ukraine y a absolument toute sa place et que la langue ukrainienne y a toute sa Mmh. place. Merci beaucoup Fabrice, pour, d'abord pour toutes ces explications, mais évidemment beaucoup plus pour ce que tu fais pour, le cinéma ukrainien, pour cette coopération avec l'Ukraine pendant les temps extrêmement difficiles. Quoi qu'on en dise, la guerre, c'est une épreuve bien réelle et donc évidemment pour ce sentiment de la famille, que nos cinéastes, ukrainiens ont quand ils sont en communication avec Arte et justement quand ils
coproduisent leurs films avec Arte quand ils ouvrent pour eux évidemment une nouvelle audience, mais aussi les nouveaux horizons. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Fabrice Puchot, directeur de la section Société et Culture chez Arte France. Fabrice a participé au projet Génération Ukraine avec des réalisateurs et des documentaristes ukrainiens. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.